ce texte de Nibour, puisque lorsqu'il dit dans ce texte de Nibour, il parle de faute de savoir si cela a été, de l'avoir vérifié sur un grand nombre de cas, on reste le cas de l'apparition de quelques grands esprits. Bon, vérifier sur un certain nombre de cas, c'est justement un calcul des probabilités, un calcul statistique, quelque chose qui fait que rien ne pourra jamais faire que l'on puisse arriver à sortir l'événement, à produire l'événement à partir d'une cause, d'une suite d'enchaînements causalistes quelconques. Donc tu as raison de référer cela à une théorie du hasard, aux quelques indications sur le hasard, le jeu, le coup de dé que l'on trouve chez Héraclite, qui est une des références de Nietzsche, qu'il a donné aussi dans la naissance de la philosophie grecque à l'époque de la tragédie. Donc ce sont les références nietzschéennes qui, dans sa grande opposition qu'il trace ici, qui sera plus systématisée, évidemment, chez Deleuze, qui sera présentée de façon pédagogiquement plus accessible entre le devenir et l'historique, entre l'ordre de l'événementiel et la compréhension de l'histoire, qui explique justement cette confrontation et cette opposition, en fait, qui en est une, en fait, cette forme particulière d'opposition entre philosophie et histoire, en même temps que de conjonction, qui est exposée dans le chapitre de Qu'est-ce que la philosophie, qui s'appelle géopolitique. C'est là-dedans que vous avez cette confrontation, et la référence plus à Peggy qu'à Nietzsche. Là j'ai pris Nietzsche parce que Nietzsche est un des appuis également d'ailleurs de Deleuze, et que c'est par lui, je pense, que l'on peut plus aisément commencer, mais comme ils sont contemporains, que l'autre part, Peggy a réfléchi, travaillé, écrit tout à fait en dehors de Nietzsche, et également en France, Peggy était, jusqu'à une époque assez récente, beaucoup plus connu que Nietzsche. On n'a pas de raison, ainsi que Bergson, on n'a pas de raison particulière de s'adresser à Nietzsche comme étant un préfigurateur, peut-être parce que ceux qui ont écrit en France à cette époque ne l'avaient pas lu, mais c'est intéressant de voir ensuite des conjonctions, des rencontres entre des gens dont la pensée était contemporaine, qui sont partis d'horizons très différents, avec des références également aussi qui n'étaient pas les mêmes, des intentions qui n'étaient pas les mêmes, mais qui sur ce point-là produisent une certaine forme de rencontre. On en parlera davantage d'ailleurs à propos de... Non, mais il n'est pas encore très tard, oui, il n'est pas encore... On en parlera à propos de Peggy, justement, plus précisément, et de Clio. Oui, Romain, je t'écoute. Donc, je pense qu'on peut mettre ce texte en perspective avec un autre texte qui est contemporain, puisque cette seconde considération a été écrite en 1873 et publiée en 1974. Il y a une autre considération qui est restée inachevée et qui s'appelle « Considération sur le conflit de l'art et de la connaissance » et qui a été écrite à l'automne 72 et qui a été publiée sous le titre « Le livre du philosophe ». Et dans cette considération sur l'art et la connaissance, dans lequel justement Nietzsche oppose la connaissance comme étant
de l'ordre de quelque chose de figé, alors que l'art est du côté de la création et du côté du mouvement, du devenir et de la vie. Il parle beaucoup moins de vie d'ailleurs dans ce texte, mais beaucoup plus de création et d'art. Il y a un passage où il dit « contre l'historiographie iconique ». Contre l'historiographie iconique, ah, c'est ça. Oui. elle a en elle un élément barbarisant. Et donc, un peu plus loin, il dit qu'on ne sera pas sauvé par la connaissance, mais par la création. Donc, il oppose connaissance et création. Et je pense que ça recouvre aussi l'opposition entre histoire comme connaissance et vie comme création. C'est ça, oui. C'est pour ça qu'on peut déboucher aussi ensuite sur Bergson, où on aura l'évolution créatrice, on aura l'élan vital. Là, il y a une sorte de recoupement. Alors, Nietzsche sépare les propos entre la deuxième considération et puis sa considération sur l'art et la connaissance, parce que c'est deux sujets différents. Un, il parle de l'art, l'autre, il parle de l'histoire et de la vie. Mais je pense qu'ils sont contemporains. Ces deux considérations sont contemporaines et peuvent se recroiser. Le deuxième point, c'était à propos de la notion d'avenir chez Nietzsche. D'avenir. De futur. Oui, également, c'est très important. Il a fait à cette considération, cette deuxième considération, il a fait une petite préface très courte qu'il termine en disant je ne sais pas quel but pourrait avoir la philologie classique, si ce n'est celui d'agir de façon inactuelle, c'est-à-dire contre le temps, et par là même sur le temps, en faveur, je l'espère, d'un temps à venir. Merci. En faveur d'un temps à venir. Donc, même s'il dit que son domaine, c'est la philologie classique, donc un travail sur la connaissance du passé, sur la connaissance de la culture passée, pour lui, ça n'a de sens que si c'est en faveur d'un temps à venir. Donc ça, c'est important. Et on peut le rattacher, cette réflexion sur le temps à venir, du sous-titre du texte que tu as cité, Par le bien et le mal. Le sous-titre, c'est Prélude à une philosophie de l'avenir. Donc ce concept de philosophie de l'avenir, il est présent, bien que pas... Bon, il est présent à la fin de la préface, puisqu'il parle d'un temps à venir, mais il n'est pas présent dans le cours du texte, mais je pense qu'il y a de ça qui se joue dans ce texte-là, de travailler sur une philosophie de l'avenir, dans le sens où, comme on parle de l'événement, la création, c'est quelque chose qui est tourné vers l'avenir, puisque c'est au moment, dans le présent même, elle n'existe pas. La création, c'est faire advenir quelque chose qui n'existe pas. Donc il y a une part d'avenir qui se joue dans l'acte créatif. Et donc, on pourrait définir la philosophie de Nietzsche comme une ouverture à l'avenir. Et oui, on a l'exposition de philosophie de l'avenir qui était déjà chez Feuerbach, qui était avec la philosophie de l'avenir, mais qui était peut-être dans l'idée aussi de Nietzsche, pas dans le sens exact de Feuerbach, quoique, mais peut-être qu'il veut donner un complément ou une réplique au matérialisme de Feuerbach, ce qui n'est pas impossible, mais sa philosophie, c'est certain, vise, en tant que philosophie de l'acte, elle est toujours dominée par ces termes, l'action, l'avenir, une pensée peut-être un petit peu goethéenne aussi d'ailleurs, prométhéenne, assez reliée à Goethe, oui. Prométhéenne, effectivement, de l'acte créatif pur, du surgissement de l'événement, du fait que l'avenir donne un sens
à l'acte lui-même. Mais peut-être que la philosophie de l'avenir chez Nietzsche, surtout dans le texte Par-delà le bien et le mal, ça serait ce qu'il appelle la cassure de l'histoire due au renversement des valeurs et à l'inversion de toutes les valeurs chrétiennes, passées. Voilà. Donc je pense qu'il y avait la philosophie du passé basée sur des valeurs occidentales, chrétiennes, platoniciennes, etc. Et la philosophie de l'avenir, il dit prélude, il dit qu'il est, ça veut dire prolégomène, esquisse d'une philosophie de l'avenir, c'est sa propre philosophie. Quand elle aboutira à quelque chose de construit, une fois qu'il aura déconstruit toutes les valeurs du passé et mis en avant de nouvelles valeurs, qui sont effectivement l'homme artiste, le philosophe artiste. Oui, c'est ça, c'est la généalogie de la morale, la reprise en compte d'un passé à la fois appuyé sur des sources philologiques, mais en même temps en grande partie très certainement mythifiées, est lié à cette Umwertung, à ce renversement des valeurs. C'est un petit peu ça qui va commander une nouvelle conception de l'histoire qui n'est pas justement que l'historicisme. C'est quelque chose de très différent, puisque dans le mot généalogie, la généalogie c'est la fête d'histoire, mais ça te détache complètement de l'histoire. Ce n'est plus considéré de la même façon. Oui, puisque la généalogie, c'est la recherche des sources, et donc liée à la genèse des bifurcations qui ont fait que les événements se sont passés de telle et telle manière, ou les filiations. C'est-à-dire qu'en fait, lui, là où les gens font de l'histoire de la philosophie, lui, il fait de la généalogie de la philosophie, c'est-à-dire qu'il recrée, qu'il retrouve des filiations que l'on ne présente pas de manière classique ou habituelle. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça la généalogie. C'est passer par des pôles qui ne sont pas mis en apparence de manière habituelle, coutumière, et lui, il essaye de retrouver la source des idées vivantes qui ont été détruites par les idées mortifères du christianisme et du platonisme. En gros. C'est un peu comme ça qu'il voit les choses. Nathalie, oui, avec une Nathalie, non, c'est ça. Non, parce que je te voyais. Oui, non, mais c'est très intéressant. C'est qu'il est il est tellement fort ce texte. Non, parce que je pensais aussi à ce que fait Nietzsche dans ce texte où il distingue 3 types d'histoire. Vous parliez des différentes temporalités de l'histoire. Et là encore, moi récemment, je travaillais un peu sur l'école des annales grâce à vous. Et c'est vrai que quand on lit Fernand Braudel, ses écrits sur l'histoire, on retrouve aussi, dans ce texte-là, on a vraiment l'impression, c'est un peu ce que vous dites, c'est qu'il y a des passages qui ne sont pas évidents à saisir. Parfois, il donne des exemples et on se dit, il ne devrait pas en donner parce que ça obscurcit. Mais en fait, il est vraiment en train de tisser, pas une nouvelle, puisque visiblement, il y a des gens aussi qui, en même temps que lui, ont pensé ces diverses temporalités de l'histoire. Mais en tout cas, quelque chose qui va influencer notamment l'école des annales, et je pensais à ces distinctions de Braudel, des types de durée dans l'histoire événementielle, l'histoire monumentale, un peu comme chez Nietzsche, là il y a vraiment des... Voilà, je trouve que c'est vraiment un texte très très riche, et finalement, je crois que l'histoire telle que Nietzsche la pense là, on la retrouve aussi dans cette école des annales. Oui, remarque, l'école des annales, il y a là des problèmes qui n'ont jamais, ou tout au moins rarement, été exposés directement en tant que tels,
l'école des annales est précisément caractérisée par le fait qu'elle ne veut pas être et qu'elle n'est pas une histoire événementielle. C'est-à-dire, elle est quelque chose qui rompt avec l'événement, puisqu'elle envisage des périodicités très longues. Elle est plutôt orientée vers bien une forme d'étude des sociétés, bien que n'étant pas à proprement parler non plus une sociologie. Donc, elle irait très à l'encontre de la conception de Nietzsche, puisque la conception de Nietzsche est la compréhension de l'événement, et qui serait celle aussi d'ailleurs, par la force des choses, puisqu'ils sont des admirateurs de Nietzsche et qui sont appuyés sur Nietzsche, à l'encontre de Deleuze et à l'encontre de Foucault, qui lui en particulier d'ailleurs a été très fortement inspiré et associé au travail de l'école des annales, ou celui qui va un petit peu dans le sens de l'école des annales, avec l'histoire de la folie, ou ces autres études sur le surveiller punir, qui sont des choses tout à fait différentes d'une histoire événementielle, bien qu'elle soit jalonnée d'événements comme l'enfermement, comme la libération des fous, comme le changement de... Mais donc il y a dans la pensée contemporaine, tout au moins celle qui se fait à partir de ces recherches et études de Foucault, de Deleuze, de ceux qui également travaillent aussi dans le même sens comme Paul Venn, quelque chose qui tout le temps critiquant l'histoire, tout le temps se reliant à une histoire qui critique l'événement, une histoire comme celle de l'école des annales, je trouve également chez Nietzsche et chez Peggy d'ailleurs aussi, tout au moins à travers Deleuze dans sa critique, dans la critique qu'il fait de l'histoire chez Peggy et de la subordination de l'histoire à l'événement. Il y a quelque chose qui est une sorte de synthèse ou de compréhension qui va faire que ces oppositions événementielles, non événementielles, vont en quelque sorte basculer, vont opérer une sorte de giration, de sorte qu'on va se trouver dans une situation où des incompatibilités apparentes vont être au contraire associées. Mais c'est que je pense que le mot événement n'est pas pris, ça ne joue pas le même rôle et n'est pas pris dans le même sens. Parce qu'il y a dans l'appellation non événementielle de l'histoire des annales ou de Fernand Braudel une restriction en fait de l'événement, une compréhension très restrictive de l'événement à ce qui, dans un autre sens, serait appelé justement la temporalité homogène chronologique, où l'on ponctue, où l'on date un certain nombre d'événements marquants, où l'on ne fait pas appel à cette compréhension profonde de la vie historique, là où l'événement se prépare, où il y a cette sorte de verticalité profonde de l'histoire qui va à un certain moment faire basculer la compréhension des choses, la nature du monde auquel on appartient, la rationalité même à partir de laquelle on se réfère, dans le sens de Foucault, ou les dispositifs historiques qui sont donc à la fois partie de cette histoire non événementielle, puisqu'ils ne tiennent pas compte nécessairement de l'histoire simplement
des monarques, des batailles, des datations précises. La référence plus à Peggy qu'à Nietzsche. Là j'ai pris Nietzsche parce que Nietzsche est un des appuis également d'ailleurs de Deleuze, et que c'est par lui, je pense que l'on peut plus aisément commencer, mais comme ils sont contemporains, que d'autre part, Peggy a réfléchi, travaillé, écrit tout à fait en dehors de Nietzsche, et également en France, Peggy était, jusqu'à une époque assez récente, beaucoup plus connu que Nietzsche. On n'a pas de raison, ainsi que Bergson, on n'a pas de raison particulière entre l'historique, entre l'ordre de l'événementiel et la compréhension de l'histoire, qui explique justement cette confrontation et cette opposition, en fait, qui en est une, en fait, cette forme particulière d'opposition entre philosophie et histoire, en même temps que de conjonction, qui est exposée dans le chapitre de Qu'est-ce que la philosophie, qui s'appelle Géopolitique. C'est là-dedans que vous avez cette confrontation, et de s'adresser à Nietzsche comme étant un préfigurateur, peut-être parce que ceux qui ont écrit en France à cette époque ne l'avaient pas lu, donc mais c'est intéressant de voir ensuite des conjonctions, des rencontres entre des gens dont la pensée était contemporaine, qui sont partis d'horizons très différents, avec des références également aussi qui n'étaient pas les mêmes, des intentions qui n'étaient pas les mêmes, mais qui sur ce point-là produisent une certaine forme de rencontre. Ce texte de Nibour, puisque lorsqu'il dit dans ce texte de Nibour, il parle faute de savoir si cela a été, de l'avoir vérifié sur un grand nombre de cas, on reste le cas de l'apparition de quelques grands esprits. Bon, vérifier sur un certain nombre de cas, c'est justement un calcul des probabilités, un calcul statistique, quelque chose qui fait que rien ne pourra jamais faire que l'on puisse arriver à sortir l'événement, à produire l'événement à partir d'une cause, d'une suite d'enchaînements causalistes quelconques. Donc tu as raison de référer cela à une théorie du hasard, aux quelques indications sur le hasard, le jeu, le coup de dé que l'on trouve chez Héraclite, qui est une des références de Nietzsche, qu'il a donné aussi dans la naissance de la philosophie grecque à l'époque de la tragédie. Donc ce sont les références nietzschéennes dans sa grande opposition qu'il trace ici, qui sera plus systématisée évidemment chez Deleuze, qui sera présentée de façon pédagogiquement plus accessible entre le devenir